Brusquement, une haine envers les forces de l'ordre éclate. La violence surgit quand une Land Rover de police se retrouve coincée dans la foule qui se met à la frapper et la caillasser. Puis la police a ouvert le feu avec des fusils de chasse. Nous voyons des gens en mouvement. Que se passe-t-il réellement dans ces circonstances ? L'une des clés de la stratégie de l'apartheid est la loi sur les zones de groupe qui délimite dans le pays les endroits où les Blancs, les Noirs, les Métis et les Asiatiques peuvent vivre. Et souvent, on trouve des gens vivant dans des zones où, selon la loi sur les zones de groupe, ils ne devraient pas vivre. J'ai filmé le camion s'éloignant sur la route en direction du groupe d'enfants sur... Le camion a fait demi-tour au coin et est revenu. Et à ce moment-là, il y avait plusieurs policiers à l'arrière du camion, cachés dans des caisses, et ils sont apparus soudainement. C'est le monde dans lequel beaucoup de Sud-Africains ont grandi. Conflits, exploitation, inégalité. L'Afrique du Sud est un endroit qui a été déchiré socialement et financièrement par le colonialisme européen. L'habitude européenne de l'esclavage forcé des Africains autochtones existait également en Afrique du Sud. L'esclavage a profondément marqué l'Afrique et est à l'origine de nombreux problèmes actuels du continent. Les colons néerlandais utilisaient des esclaves pour travailler sur leurs propriétés et dans leurs entreprises, car l'esclavage était une pratique courante à l'époque. Certains de ces esclaves venaient d'Afrique du Sud même, et d'autres provenaient entre autres des États voisins. La seule chose qu'ils avaient en commun, c'est que les esclaves n'étaient ni blancs ni européens. Les esclaves ne pouvaient non pas quitter leur lieu de travail sans laisser passer. Ils étaient mal nourris, entassés, punis physiquement et n'avaient pas le droit de se marier. S'ils avaient des enfants, ces enfants devenaient le boetpan, devenaient également la propriété des propriétaires d'esclaves et étaient aussi placés en esclavage permanent. Après l'abolition de l'esclavage, les agriculteurs ont quitté le pays car ce n'était plus rentable sans main-d'œuvre servile. Les armes à feu originaires d'Europe, sont devenues un outil très répandu en Afrique du Sud. L'introduction des armes à feu a permis à certains autochtones mal intentionnés, choisis par d'anciens propriétaires d'esclaves, de devenir les nouveaux maîtres d'esclaves. La découverte que l'Afrique du Sud était riche en diamants et en or a suscité l'intérêt de l'Empire britannique pour la région, et les forces britanniques sont entrées et ont conquis les populations locales afin d'extraire ces ressources. Pendant les décennies qui ont suivi, le pays est devenu un État souverain, mais avec des vestiges de la domination coloniale précédente ancrés dans ses fondements, notamment l'idée que les personnes de couleur étaient inférieures à leurs homologues européens blancs. Pour des raisons qui, je l'espère de façon évidente, cela a conduit à une guerre civile massive, car les Africains ordinaires et travailleurs se sont opposés au gouvernement et ont tenté d'obtenir les mêmes droits et protections juridiques que les citoyens colons. Dans les années 80, le gouvernement sud-africain a envoyé des escadrons de la mort patrouiller littéralement dans les rues et assassiner toute personne en désaccord avec leurs lois et leur autorité. Kevin Carter était né à Johannesburg et a grandi pendant cette période très troublante de l'histoire sud-africaine. Il est né dans un quartier de classe moyenne qui était classé comme réservé aux Blancs uniquement. Il lui arrivait, enfant, de voir la police arrêter des Noirs qui entrèrent dans le quartier et il demandait à ses parents pourquoi eux, une famille catholique et libérale, acceptaient simplement cela comme juste et équitable. Après le lycée, Carter a commencé des études de pharmacie mais les a abandonnées lorsqu'il a été appelé sous les drapeaux. Pour éviter le service dans un régime qui exécutait fréquemment des Noirs en désaccord avec la domination blanche, il a choisi de s'engager dans l'armée de l'air. Il a servi pendant 4 ans. Pendant son service, il a défendu un serveur noir insulté par des camarades aviateurs dans le mess. Les aviateurs ? Carter a été violemment battu pour avoir défendu le serveur noir. Suite à cela, il a déserté et a tenté de devenir animateur radio avant d'être retrouvé et renvoyé au service militaire obligatoire. En 1983, il a été témoin de l'attentat à la bombe de Church Street à Pretoria et cela a provoqué
Nouveau changement de carrière. Changement. Voir l'attentat et la couverture médiatique très partielle de celui-ci avaient fait réaliser à Carter qu'il y avait un aspect de ces histoires qui restait inraconté. Il est devenu photojournaliste pour raconter le côté souvent délaissé. Son travail était axé sur la brutalité du régime d'apartheid en Afrique du Sud. Alors que les médias nationaux se concentraient principalement sur une version très édulcorée des événements dans laquelle les Noirs étaient à la montrée en train d'agresser la police et de se livrer à la violence, Carter exposait les raisons de leur colère. Il montrait la cruauté et la torture subie par les victimes, les poussant à se défendre. Mais il montrait aussi que les réactions à l'apartheid étaient tout aussi brutales. Une punition particulièrement brutale était réservée aux personnes qui étaient des collaborateurs ou des informateurs du régime de l'apartheid. On appelait cela le necklassing. Il forçait un pneu sur la tête de quelqu'un, emprisonnant ses bras à l'intérieur. Ensuite, il le remplissait tout d'essence et y mettait le feu. Carter a été le premier au monde à photographier cette pratique et à montrer à quel point elle était cruelle. Photographier cela fut la première d'une longue série d'expériences qui allait peser lourdement sur Carter émotionnellement, le poussant à se demander s'il devait vraiment capturer de telles images. Une partie de lui pensait que photographier cela permettrait de révéler au monde la violence extrême en Afrique du Sud et pourrait peut-être encourager d'autres dirigeants mondiaux à faire pression sur l'Afrique du Sud pour mettre fin à la ségrégation. J'étais horrifié par ce qu'il faisait, j'étais horrifié par ce que je faisais moi-même. Mais ensuite, les gens ont commencé à parler de ces photos. Alors j'ai pensé que peut-être mes actions n'étaient pas si mauvaises que ça. Une autre partie de lui se demandait si peut-être le simple fait que les médias couvrent de tels actes horribles n'était pas justement le but de l'acte. L'acte ne portait pas le même message violent à ses détracteurs, si les médias ne l'amplifiaient encore pas. Après avoir vu tant de scènes de supplices du collier aux informations, il m'est venu à l'esprit que soit beaucoup d'autres étaient commis hors caméra, pour ainsi dire, et que ce n'était que la partie émergée de l'iceberg, soit que la présence de la caméra remplissait la dernière condition et agissait comme un catalyseur dans cette terrible réaction. Le message fort qui était envoyé n'avait de sens que s'il était relayé par les médias. Il s'agissait moins d'avertir les autres que de faire souffrir une personne. La question qui me hante est: est-ce que ces personnes auraient été victimes du supplice du collier s'il n'y avait pas eu de couverture médiatique ? Il est assez facile de comprendre qu'on puisse se sentir partagé à propos de ce que l'on fait quand cela implique une telle souffrance. Au fil des années, Carter visiterait de nombreuses zones de guerre en Afrique pour photographier les luttes des populations locales et la violence qui découlait de la politique fracturée du continent. Un pays en particulier allait peser très lourdement sur la conscience de Carter. Le Soudan est une nation africaine située près du Moyen-Orient. Bien qu'il ne soit pas divisé par des frontières, il est depuis longtemps considéré comme séparé entre le Nord et le Sud en raison de l'influence de l'islam et de la colonisation britannique. C'est un pays qui a été ravagé par la guerre et les conflits pendant presque toute son existence. Le gouvernement central du Soudan est un gouvernement musulman régi par la charia, qui contrôlait à l'origine uniquement les parties nord du Soudan après que l'Égypte l'a envahi et conquis dans les années 1800, tandis que le Sud était un ensemble de localités indépendantes. Le gouvernement du Nord a historiquement cherché à étendre son influence et sa domination sur le Sud pour y imposer la loi musulmane de la charia. La colonisation britannique du Soudan du Sud a empêché cela, car ils ne contrôlaient pas la région et ont conclu un accord avec le Nord pour que tout le Soudan soit gouverné par un gouverneur nommé par l'Égypte et approuvé par les Britanniques. En échange, le Nord-Soudan et l'Égypte ne feraient aucune tentative d'imposer des lois ou des règles auxquelles les Britanniques ne consentirent pas, au Sud. Avec le temps, et en raison d'une forte résistance du Nord, le Royaume-Uni a accepté d'intégrer les deux régions et l'arabe est devenu la langue de l'administration et, par défaut, la langue nationale. Le Sud-Soudanais, qui parlait auparavant l'anglais enseigné par les colonisateurs, a mal vécu ce changement qui les excluait des discussions gouvernementales et les marginalisait. Dans les années 1950, la domination coloniale britannique en Afrique déclinait et le soutien à l'indépendance du Soudan augmentait. Peut-être en pressentant les troubles à venir,
le Royaume-Uni et l'Égypte ont tous deux permis aux deux régions du Soudan de voter librement sur l'indépendance, ce qui a ensuite été adopté. Moins d'une décennie après l'indépendance, le premier d'une série de régimes militaires prit le pouvoir, entamant une ère de conflits, guerres et dévastations qui durerait presque toute l'histoire moderne du Soudan. La plupart de ces régimes cherchaient à imposer des lois musulmanes de plus en plus strictes au sud. En 1991, le gouvernement du Soudan a adopté une loi pénale de 1991 qui instaurait des punitions archaïques pour les crimes, comprenant la lapidation, les amputations et d'autres moyens excessifs. Le Sud était officiellement exempté de cette règle, car il s'agissait de la loi islamique, à laquelle le Sud n'était pas soumis, puisque de nombreux États n'étaient pas musulmans. Cependant, cela a été contourné lorsque le gouvernement a envoyé des juges musulmans appliquant la charia du Nord pour servir dans le Sud, et ainsi, bien que le Sud ait été officiellement exempté de la loi, les jugements rendus par les tribunaux étaient en temps pratique conformes à la charia. Dans les années 80, l'Armée populaire de libération du Soudan, ou Sudan People's Liberation Army, s'était soulevée en réaction au gouvernement militaire et avait pris le contrôle de certaines parties du Soudan pendant la Deuxième Guerre civile soudanaise. En 1989, il y avait eu un certain niveau de cessez-le-feu entre le gouvernement et la Sudan People's Liberation Army, mais en 1992, ce cessez-le-feu a pris fin lorsque le gouvernement soudanais a envahi le sud du Soudan et a pris de force Tauride. Ils ont soudoyé des gens dans le sud pour qu'ils deviennent des miliciens contre leur propre peuple. De nombreuses villes et localités ont été attaquées, détruites et leurs habitants tués. Cette période de guerre constante signifiait que le peuple soudanais se retrouvait sans cesse sans abri et était forcé d'errer dans le pays pour échapper au conflit brutal. Cela signifiait que les gens n'avaient jamais de temps pour cultiver la terre, élever des animaux ou même creuser des puits pour avoir de l'eau propre. En 1993, des décennies de combats avaient ravagé le Soudan du Sud et déplacé sa population à plusieurs reprises. En 1991, une famine avait été évitée au Soudan lorsque le gouvernement avait finalement été convaincu, sous la pression massive des citoyens, d'accepter l'aide des Nations Unies, qui comprenait également les États-Unis et le Royaume-Uni. 100 000 tonnes de nourriture ont été distribuées dans le nord, contrôlé par le gouvernement, et le sud tenu par les rebelles. 1 700 000 personnes ont été forcées de fuir leur foyer, leur vie. Dans certains cas, ils ont dû laisser derrière eux des membres âgés de leur famille pour mourir de faim seuls parce qu'ils ne pouvaient pas se déplacer. Le pays était submergé par des vagues d'hommes, de femmes et d'enfants, affamés qui n'avaient ni que nulle part où aller, en mille. 993 Monterey, l'attentat à la bombe contre le World Trade Center à New York a ébranlé l'Amérique. L'enquête sur l'attentat a révélé que certains des poseurs de bombes détenant des passeports soudanais valides, et les États-Unis ont alors qualifié le Soudan d'État soutenant le terrorisme. Cela a immédiatement rendu le pays inéligible à de nombreuses formes d'aide américaine non urgente. Les États-Unis ont donc retiré la majorité des aides précédemment accordées. Le déplacement continu et le retrait de l'aide ont constitué une combinaison mortelle, menant à l'une des pires famines de l'histoire africaine. Les vidéos diffusées à l'écran proviennent d'une autre famine, en 1998. Je ne peux pas vous montrer d'image de la famine de 93 car à l'époque, les étrangers et les organisations étrangères étaient interdits d'entrer dans le pays. Le gouvernement soudanais a interdit le système judiciaire en place et l'a remplacé par un autre qui ne servait qu'à défendre ses propres actions. Les médias étaient fortement restreints et censurés afin de s'assurer que la crise reste cachée aux yeux de l'extérieur et ne soit pas rendue publique, tout en projetant simultanément l'image d'un gouvernement bienveillant qui prenait soin de son peuple en pleine insurrection terroriste. Les travailleurs humanitaires, les inspecteurs de l'Organisation des Nations Unies, les journalistes et le personnel militaire se voyaient souvent refuser des visas où leur demande était retardée indéfiniment. Ceux à qui des visas étaient accordés l'étaient sous réserve qu'ils ne révèlent ni ne discutent de ce qu'ils avaient vu pendant leur séjour. En conséquence, la majeure partie du monde ignorait en grande partie ce qui se passait au Soudan du Sud. En mars 1993, Robert Hadley des Nations Unies était responsable de l'opération Lifeline Soudan, qui était le nom officiel des efforts d'aide au Soudan.
Il a donné l'opportunité au photojournaliste João Silva d'aller au Soudan et de rendre compte de la famine. À l'époque, l'opération de l'Organisation des Nations Unies rencontrait des problèmes de financement en raison du retrait récent de toute leur aide et de leurs fonds par certains pays, et Adlai pensait qu'envoyer des journalistes pour révéler l'ampleur du problème permettrait de sensibiliser la communauté internationale et d'obtenir davantage de financement. João et Kevin Carter étaient amis et membres du Bang Bang Club, un groupe de photojournalistes qui documentait les violences liées à l'apartheid en Afrique du Sud. Silva a demandé à Carter s'il voulait l'accompagner au Soudan. Carter a accepté. Ils ont atterri à Nairobi où on leur a dit qu'ils resteraient indéfiniment à cause du conflit, ce qui était très probablement simplement une tentative du gouvernement d'empêcher le journalisme actif. Peu après, l'Organisation des Nations Unies a obtenu l'accord d'un groupe rebelle pour livrer de la nourriture à Ayotte. Carter et Silver ont pris ce vol pour entrer dans la zone de famine. Ils ont été choqués par ce qu'ils ont vu là-bas. L'ampleur de la souffrance était écrasante et ils parlaient en chaque jour des horreurs auxquelles ils assistaient. C'est ici que Carter a pris cette photo d'un jeune enfant courbé par l'épuisement, causé par une famine extrême, et à l'arrière-plan se trouvait un vautour affamé, attendant que sa proie meure pour pouvoir la manger. C'est une image puissante et choquante. En appuyant sur le déclencheur, Carter a immortalisé cet enfant et ce vautour dans le temps. Quelque chose s'est brisé en Carter, une partie de lui s'est éteinte. La photo allait remporter le prix Pulitzer et attirer l'attention internationale sur la famine au Soudan. Des milliers de personnes ont écrit au New York Times qui a publié la photo pour s'enquérir du sort de l'enfant et offrir leur aide. Après avoir pris la photo, Carter et Silva ont quitté Ayotte pour une autre région du Soudan, mais Carter ne pouvait pas arrêter de penser à la photo. Il s'est retrouvé à se demander si le vautour était sur la photo ou s'il prenait la photo. Cela peut être difficile à comprendre pour certaines personnes, mais en tant que photojournaliste, mon premier réflexe a été de prendre la photo. Dès que ce travail a été fait et que l'enfant est reparti, je me suis senti complètement dévasté. Je crois que j'ai essayé de prier, j'ai essayé de parler à Dieu pour lui assurer que s'il me sortait de cet endroit, je changerais ma vie pour toujours. Pendant l'année suivante, Carter voyagerait à travers l'Afrique en prenant des photos des personnes en difficulté, mais ses collègues remarquèrent un changement dans son comportement. Il était plus renfermé, silencieux, isolé. Au cours des mois suivants, ses amis et collègues le virent de moins en moins jusqu'au 27 juillet 1994, lorsque Kevin Carter conduisit sa voiture jusqu'au centre d'études et de terrain de Parkmore, un endroit où il jouait enfant. Il fixa une extrémité d'un tuyau d'arrosage à l'échappement de sa voiture et l'autre à l'intérieur de son véhicule et mit fin à ses jours. Ces derniers mots furent griffonnés sur un morceau de papier, révélant un homme hanté et tourmenté par les horreurs qu'il avait photographiées, dont le dernier espoir était de rejoindre un collègue récemment décédé. Je suis sincèrement désolé. La douleur de la vie l'emporte sur la joie, au point que la joie n'existe plus. Je suis hanté par les souvenirs vifs des meurtres, des cadavres, de la colère et de la douleur. D'enfants affamés ou blessés. De fous furieux prêts à tirer à tout moment. Souvent des policiers. De bourreaux ou tueurs. Je suis parti rejoindre Ken, si j'ai cette chance. Certaines cultures du monde refusent d'être photographiées. Ils croient qu'une photographie prend plus qu'une simple image. Ils pensaient en ce qu'une photo capturait l'âme. Ceci est l'histoire de Kevin Carter et de la photographie qui a tué son photographe.